Les 8 personnes enlevées le vendredi 16 septembre 2022 à l'église catholique Sainte-Marie de Chance dans la région du Nord-Ouest, la région du Sud-Ouest Cameroun sont encore aux mains des ravisseurs. Ces 5 prêtres, une religieuse et 2 laïcs. Coupe du Monde de Qatar 2022, les Lions indomptables du Cameroun en match amical tombent devant les loups blancs de l'Ouzbékistan, un pays classé 77e selon la Fédération internationale de football association. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Notre invité, c'est un visage connu des plateaux de télévision. Martial de Bissor, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonjour, Madame Monique Naoussi. Alors, votre dernière actualité depuis plusieurs mois, c'est la promotion de votre dernier livre. Je l'ai dit d'entame, vous êtes écrivain, vous écrivez d'ailleurs beaucoup. Si l'on se remontait, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Martial de Bissor, qu'est-ce qu'il faut remonter? Et si on s'augmentait, justement, c'est le titre. Ce n'est pas sous une forme interrogative, c'est une forme suggestive, c'est une suggestion. Ouais. Pas suggestion avec le J, mais c'est une forme de supplication d'ailleurs pour tous mes compatriotes, pour tous mes comparses, pour tous mes frères, mes sœurs du Cameroun et d'Afrique, pour qu'on regarde le monde d'une autre manière. Précisément, qu'est-ce qu'on devrait changer? Quels sont des manquements à l'épanouissement de vos compatriotes, de vos frères d'Afrique, de vos frères du monde, pour qu'on ait une vie plus agréable, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut remonter précisément? Restons déjà au Cameroun, le pays qui est mien, pour dire qu'on a eu une mauvaise perception de nous-mêmes. Les autres ont décrit qui nous devions être. Et on a commencé à nous regarder nous-mêmes sous le prisme de ce que pense l'autre. Et on a eu des mauvaises définitions de nous-mêmes. Et les effets sont là. Les gens sont de plus en plus négatifs, sont apeurés, ont peur d'affronter leur destin, d'écrire leur histoire. Et ça va de déchirure en déchirure. Et pourtant, nous avons le pays où coule le miel et le lait en abondance, c'est le pays de chars de Dieu, c'est un pays qui a des hommes formidables, c'est un pays qui a une histoire magique et magnifique, et nous avons donc le devoir de redonner à ce pays, déjà par la plume, cette dignité tant recherchée. Nous sommes un grand peuple. Voilà. Martial de Bissor, on parle d'Afrique en miniature également. Alors, on vous présente également comme un homme politique. On se souvient, en 2015, vous faites partie des premières personnes à déclarer la candidature pour la présidentielle de 2018. Pourquoi ce projet a été avorté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis quelqu'un qui pense demain. Et là, c'était hier. Je ne me renie pas, mais je pense que ça correspondait aussi à une époque. Et j'avais senti qu'il y avait un peu de mollesse dans l'idée dans le champ politique et il fallait aller planter un peu des nouvelles fleurs, des nouvelles idées. Et je suis un homme d'idées d'abord et un homme d'action ensuite. Et puis nous sommes en 2022, je pense que c'est une autre étape, c'est une autre carrière, c'est une autre vision du monde, c'est une autre perception du Cameroun. Enfin, je touche l'humus. On est un homme politique quand on commence à toucher la terre, à être réaliste, à être proche des réalités, à ne plus se cacher uniquement derrière un écran ou bien voilà, un clavier. Il faut être sur le terrain. En 2015, on ne vous connaissait pas une formation politique à laquelle vous adhériez, et pas aujourd'hui, en tout cas en plus. Je vois votre question venir, mais rassurez-vous, les Camerounais sauront tout vraiment sur mes choix politiques, mon engagement politique profond et réel, le parti politique que j'ai décidé de suivre l'idéologie, et ça vous saurez. D'ailleurs, ça se sait même déjà. On peut avoir l'exclusivité sur la rétro. Je vous donne quelques semaines, soyez patiente et laissons l'abcès sortir comme je dis. Attendons d'ici novembre, le 6 novembre.
le temps que l'abcès atteigne la maturité. Tout à fait. Merci beaucoup, Martial de Bissoc, qui a également un titre traditionnel, Médé le Pupule. J'espère que je le prononce bien. Mpépé. Le Mpépé, qui signifie en bakoko. Mais c'est l'homme qui aspire, c'est un peu l'équivalent d'un bombok chez les Bassa, mais un peu plus puissant. Parce que le Mpépé, c'est celui qui veille sur la forêt, sur le clan, sur le village. Et on accède par une élévation spirituelle divine, codée, parce qu'on garde quand même les secrets de la force traditionnelle. On accède aussi par cet écrin de lumière qui s'abat sur nous, une forme d'intelligence un peu hautement divine. Voilà. Merci beaucoup, Martial de Bissoc. En moins de 5 minutes, on a eu la présentation de l'invité avec lequel nous allons cheminer pendant les 52 minutes, le temps que va durer cette autre édition de la rétrospective de l'information. Alors, nous allons nous rendre dans la région du sud-ouest Cameroun avec le concours de notre correspondante Danielle Inès Ondouambala pour toucher du doigt ce qui est advenu des 5 prêtres, 2 laïcs et une religieuse enlevé le 16 septembre 2022. En plus de cela, l'église a été incendiée. Reportage et nous revenons derrière pour les commentaires. Voici la paroisse Sainte-Marie de l'église catholique du village Nchong, dans le département de la Magnou, région du sud-ouest Cameroun. La chapelle, ravagée par les flammes, vole en fumée. Ce n'est plus qu'un champ de ruines que visitent ces prêtres du diocèse de Manfé qui n'en reviennent toujours pas. Des présumés combattants séparatistes ont fait éruption ici. Ils ont enlevé des prêtres et une religieuse avant d'incendier cette maison de Dieu. Une montée de violence condamnée par les hommes du Seigneur. Les populations du village Nchong en général et la communauté des fidèles chrétiens en particulier ne savent plus à quel sens se vouer. Let us pray for peace. Praying for peace means that we should do everything to make sure that people are happy, people are able to worship God. C'est un représailles au non-respect du lockdown de 2 semaines décrété par les forces séparatistes que cette horreur a été infligée à l'église catholique locale. Alors, Martial de Bissoc, vous avez suivi ce reportage porté par notre correspondante. C'est en représailles du non-respect du mot d'ordre des villes mortes de 2 semaines. Est-ce que vous y voyez une sorte de désaveu des populations à l'égard des séparatistes qui tout le temps empestent un tout petit peu leur vie? Mais vous me permettrez déjà j'allais dire de verser une larme pour toutes ces victimes depuis 5 ans et un peu plus, au nord-ouest et au sud-ouest, loin de la politique politicienne. Nous sommes profondément meurtris de ce qui se passe là-bas et il faudrait que ça s'arrête. Et j'aimerais lancer un appel, surtout aux séparatistes, qu'on ne sépare pas un pays. Un pays qui a un destin commun. Évidemment, on pourra comprendre les déceptions, les frustrations, les agrégats d'échecs autour. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la grande partie des populations veut aspirer à l'élémentaire, à l'éducation. Il y a des filles et des garçons de chez nous, au Cameroun, cette partie qui ne vont pas à l'école. Et quand on brûle un centre médical, c'est quoi la revendication? Quand on tue des innocents, des enfants, des femmes enceintes, c'est quoi la revendication? L'immense majorité des déplacés sont du côté francophone, sont dans des familles francophones, sont dans les écoles francophones, sont accueillis par les francophones. Ça suppose que si il y avait autant d'animosité, s'il y avait autant d'opposition comme c'est décrit là, ça n'aurait pas été possible qu'on puisse accueillir ces enfants de ce côté-ci. Mais vous venez de toucher du doigt le vrai problème. En réalité, il n'y en a pas. La preuve, tous les Camerounais de la partie nord-ouest et sud-ouest se sont très bien installés ici de ce côté. Ça veut dire qu'ils sont partout chez eux, comme les autres sont partout chez eux. Et deuxième faute que nous commettons, c'est vrai que les gens ont leur ambition politique et tout,
Mais ne sacrifions pas ce pays qui est cher à nous tous, qui nous est cher à tous. Regardez, on ne peut pas se définir en tant que francophone et anglophone dans un pays qui vaut mieux que ça. On est Camerounais. Alors quand vous regardez, je n'aimerais pas faire la géopolitique ou la carte stratégique du Cameroun, mais tout le monde sait que nos frères du Lébialem, c'est les gens de Tchang. C'est les frères. Quand vous êtes à Babadjou, vous êtes à Bamenda. Même au sud-ouest, c'est tout le continuum Sawa jusqu'à Campo. Vous savez que c'est les Batanga qui ont été déportés lors de la Première Guerre mondiale, qui se sont retrouvés à Victoria, donc à Limbe, et sont allés à Boya, Bojongo, Bututu, Bolo, Batanga et tout, qui sont dans le sud-ouest, et tous leurs frères Sawa. Et il ne viendrait à l'idée de personne d'imaginer que parce on parle anglais ou qu'on parle français, qu'on serait différent. Et c'est là aussi peut-être notre échec. Nous n'avons pas à nous déterminer par rapport à ces idiosyncrasies. Nous sommes plus que ça. Nous étions déjà là. Nous sommes les hommes de cette terre. Alors, Martial de Bissoc, en temps de guerre, en temps de crise, les églises sont reconnues comme des lieux de refuge. C'est d'ailleurs protégé dans des conventions, dans les lois de la guerre. Mais qu'on en vienne à incendier une église, à la réduire en cendres, quel est le message derrière, selon vous? Alors, le problème est plus complexe que ça. S'agissant du rôle de l'Église, chez nous, on ne reviendra pas là-dessus. C'est le sacré tout de même. Oui, mais il y a aussi un volet de la présence de l'Église chez nous qui est arrivé avec la colonisation, avec les missionnaires. Ça, c'est un autre débat révolutionnaire. Mais maintenant, sur le fond, un homme en soutane n'est pas un danger pour le peuple, pour la cité. Il protège parfois, il apaise aussi. Et ça, il faudrait tenir compte de cela. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on enferme le débat anglophone, francophone, comme si nous n'avons pas l'intelligence de dépasser ces barrières imposées par la colonisation. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup avancé sur la maturation de la pensée. Quand j'ai écrit tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de mon livre, et si on s'augmentait, justement, on peut s'augmenter en intelligence en diminuant, en se déchargeant du sac de pierre de la médiocrité, du tribalisme et du sectarisme claniste qui ne nous apporte que de la misère et que de la guerre. Parce qu'au final, c'est les marchands d'armes qui sont très contents. Ils sont cachés parfois aux États-Unis, parfois en Suède, et ils financent des organisations de bandits pour terroriser les populations. Et sur ce plan, on ne peut être que républicain. Je suis désolé, je suis républicain, je supporte l'armée, je supporte ce Cameroun qui résiste face aux enjeux et ces menaces exogènes qui sont puissantes et qui sont maintenant endogènes. Nous n'avons aucune chance demain si nous continuons à jouer les malins avec ces gens-là. Ils vont détruire ce pays. Et ça fait bientôt 6 ans que ça dure. Plus de 3000 personnes qui ont laissé la vie, on parle bientôt de 10 000 déplacés et de réfugiés. Pour la première fois, à cause de cette crise, le Cameroun comptabilise des réfugiés qui ont trouvé du terrain de l'autre côté de la frontière au Nigeria. Puisque nous parlons de paix, nous allons enchaîner avec la Journée internationale de la paix qui a été célébrée le 21 septembre dernier. C'est une date qui a été initiée par l'ONU pour appeler à la non-violence. On parle de 24 heures de non-violence. Dans les prochains reportages que nous allons vous proposer, on pose la problématique de la paix au Cameroun. Comment les Camerounais perçoivent-ils la paix? Quelles sont leurs aspirations? La paix positive, la paix négative? On en parle derrière. À bientôt. Qui veut la paix prépare la guerre. La petite phrase est souvent reprise pour expliquer le besoin ou la paix permanente. Le Cameroun reste un pays de paix. Nul doute que cette paix est fortement menacée ou ébranlée par les crises multiformes. Celle de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, certes, elle est de plus en plus réduite. La menace transfrontalière à l'est du Cameroun est l'équation bien difficile à résoudre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ajoutez à cela de nombreuses revendications corporatistes qui créent de temps en temps des gorges chaudes. Il faut donc combattre sous plusieurs fronts pour maintenir le navire vers la direction contraire au vent. Avec une multitude de langues, d'ethnies, de religions, bref, un arsenal complet pour produire l'explosion, mais le Cameroun reste encore soudé
et aux stratèges de laisser croire que c'est une poudrière ou encore un volcan endormi. La récente remontée du tribalisme, rapidement combattue, démontre la volonté de réduire à néant des éléments qui ne militent pas pour la paix. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun reste pour l'instant la partie sombre de ce tableau. Mais la volonté commune permettra que l'expression Cameroun pays de paix ne soit plus un vain mot. Toute sa vigueur, Stéphane Kouamène la livre pour la promotion de la paix. La promotion de la paix reste une valeur importante et capitale pour notre société, car aucune famille, aucune société ne peut vivre sans paix. Et pour que nous puissions réussir au Cameroun ou encore espérer avoir un avenir meilleur, il est capital pour nous de mener des actions qui contribuent à la paix, surtout qui permettent de lutter contre les violences et contre les discriminations dans notre société. Tenue d'apparat remarquable au loin. Dans les rues de la ville de Douala, missionnaire bénévole, Stéphane répand le message de la paix. Des mots choisis pour renforcer la solidarité et battre en brèche les divisions. Un mérite qui lui a valu des récompenses. Il n'y a pas de francophone ou d'anglophone. Nous sommes un, et je le dis toujours, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Et lorsque des personnes meurent ou encore que des personnes, les familles sont détruites, les familles sont tuées, c'est tout simplement parce que la valeur du pardon n'est pas prônée. C'est pourquoi nous allons vers ces personnes, nous les encourageons, nous investissons dans leur éducation, nous essayons de leur aider à se réintégrer dans la société. Des pas de paix pour un vécu désiré sans bruit des armes. On a mis sur pied, par exemple, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme au lendemain de cette guerre, de cette crise qui décime les populations camerounaises. Quelle est l'appréciation que vous portez justement sur l'architecture de la pacification des rapports entre Camerounais aujourd'hui? Vous savez, on dit généralement que quand la vipère est en brousse, elle appartient aux jeunes. Mais quand elle entre dans la cour du village, c'est une affaire de sages et de vieux. Et c'est des questions, justement, qui nous interpellent. Donc ça appelle à notre sagesse. On a passé trop le temps à parler de la polémologie, justement, qui est la science de la guerre, alors que personne ne parle de l'irénologie, qui est la science de la paix. C'est cette science qu'on devrait plutôt promouvoir pour que les gens ne soient plus surpris. On parlait de la question anglophone tout à l'heure. Est-ce que vous saviez ce que ça pourrait nous apporter d'exploiter à fond cette richesse? Peut-être que nos frères du sud-ouest et du nord-ouest nous disent « nous sommes un peu plus frustrés que les autres ». Mais ça ne veut pas dire que les autres Camerounais ne le sont pas moins. Donc il faudrait regarder toutes ces souffrances. Mais regardez ce que ça nous apporte comme bonheur. Quand on veut mettre les enfants aujourd'hui dans une vraie école, qu'est-ce que vous faites? C'est l'école anglophone, comme on va dire, l'école anglaise. Parce que la culture anglaise est quand même, malgré tout, une culture de la vérité. Même le langage anglais, c'est le langage de la science. Et la science qui est l'autre langage de Dieu. Et deuxième chose, j'ai constaté que dans toutes les écoles aujourd'hui, ou dans tous les lycées, publics comme privés, les enfants se rasent la tête, filles comme garçons. C'est une culture anglophone. Emprunté du côté... Parce que quand on voulait vous envoyer faire des bonnes études, on vous envoyait à Bambili. Alors, si on me dit là-bas que depuis 6 ans, les enfants n'ont pas droit de profiter de ce que la République peut leur donner, vous savez, la République, c'est une vache. Et parfois, souvent, une vache à lait. Mais c'est que ce lait-là coule souvent pour une petite poignée. Alors, ce qu'on aimerait tous, c'est que le lait coule pour tout le monde. Houphouët-Boigny disait justement que la paix est un comportement. Et donc, on pourrait aller aussi loin dans le développement. Mais vous savez, la paix aussi, c'est... une quiétude d'esprit. Voilà. Il n'y a pas une paix uniquement qu'on gagne par la guerre. Il y a aussi une paix qui vise juste à conduire notre passage sur Terre, qui est finalement un long voyage de souffrance. Et il faut expliquer aux gens que les frontières d'un pays, c'est les résultats de la guerre. La violence est partout. La violence est inhérente même à la vie humaine, à la condition humaine. Mais la grandeur et la meilleure réponse, c'est de ne pas exécuter l'acte de violence systématique qui s'impose à nous, mais de lutter pour que les gens souffrent moins. Comment mettre le baume au cœur des gens?
Et c'est là où la politique différente intervient. Feu cardinal Toumi avait dit l'absence d'armes ne signifie pas que les uns et les autres soient en paix. Vous avez parlé par exemple de la corruption, que le lait qui coule appartienne à tous les Camerounais. Et l'ONU, lorsque les Nations Unies initient cette journée internationale de la paix, il précise qu'il ne s'agit pas simplement de la violence au sens propre du terme, l'utilisation de la violence physique, mais de mettre sur pied des conditions de vie qui permettent à tous les citoyens d'un territoire donné de bénéficier des avantages de ce rayon-là. C'est un défi véritablement à relever au Cameroun, où on parle de vie chère, on parle de la difficulté des citoyens à vivre avec moins d'$1 par jour. C'est une réalité, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce rapport des Nations Unies peut être contesté et contestable. Il ne faut pas animaliser les Africains. C'est faux. Aucun Camerounais ne vit avec moins d'$1 par jour. Et ce n'est pas ça la définition d'un homme. Nous sommes plus riches que le dollar, que le chiffre, que l'argent. Je peux repréciser cette... allez-y. Voilà. On parle de la moitié de la population, c'est pas tout le monde qui vit avec moins d'$1. Vous êtes sapé élégant, c'est connu et reconnu, mais est-ce que c'est pour tout le monde? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une violence psychologique qui conditionne l'être humain à se voir comme étant pauvre, alors qu'il ne l'est pas. Il suffit de creuser, de regarder autour de soi, de changer son mindset, de dire « nous ne sommes pas pauvres ». Alors j'aimerais préciser aux Camerounais qu'il n'y a pas de mauvaise carte du ciel. Il y a la mauvaise lecture des cartes du ciel. C'est parce que nous lisons mal les situations. Nous croyons qu'on est surdiplômé alors que sur le terrain, nous n'arrivons pas à aider l'État, à nous aider nous-mêmes, à faire venir notre diaspora. Nous avons plus de 6000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Vous savez que le Canada nous vole chaque année près de 1500 médecins, près de 3000 enseignants. C'est du vol, ces pays. Et c'est eux qui font les rapports aux Nations Unies, alors que c'est eux qui détruisent nos pays. Est-ce qu'on peut pas mettre ce vol entre guillemets? Tout le monde aspire au mieux-être. Si le Canada propose mieux à ses médecins, vont-ils rester où ils gagnent, où sont payés en monnaie de singe, par exemple? Mais pourquoi ils ne nous prennent pas tous les prisonniers qu'il y a à New Bell? Pourquoi ils ne nous viennent pas Kondengui? C'est de la sélection. C'est une sélection pour développer leur pays. Il y a donc un problème moral là dans cette histoire où quand vous passez, tous ces grands pays sont en train de tuer l'Afrique parce qu'ils nous aspirent la sève. Que fait l'Afrique face à sa crème intellectuelle, à sa main d'œuvre qualifiée? Que fait l'Afrique? Mais la question, ce n'est pas... Parce que j'entends souvent dire quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants? J'ai envie de dire quel Camerounais vont rester avec le Cameroun. C'est-à-dire que commençons à réfléchir autrement. Est-ce que vous ne pensez pas que pour que la Chine se soit développée, la Chine n'a pas eu besoin d'aller faire des procès à l'Allemagne qui avait des ingénieurs chinois cachés ou aux Amériques? Ils sont rentrés d'eux-mêmes, affronter leur destin. C'est dur, on va échouer, on va rater. Vous savez combien de millions j'ai perdu dans ce pays? Vous savez pourquoi nous sommes encore là? Parce que nous devons être là. Le sang économique qui est pompé par le cœur du pays, n'arrive plus vers les extrémités, dont les jambes, les pieds. C'est concentré entre les mains de quelques-uns. C'est ça qu'on appelle le diabète politico-économique. C'est pour ça qu'il y a tentative d'amputation de la jambe nord-ouest et du bras sud-ouest. Mais ça n'arrivera pas parce que le Cameroun est plus beau que ça et plus fort. On en reparlera. On nous fait des grands signes. Nous sommes à la moitié de ce programme. Il est très alléchant de vous écouter. Mais nous allons poursuivre avec un autre sujet d'actualité. Il s'agit de la visite du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense qui a porté un colis du chef de l'État Paul Biya chez son homologue équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo. Un visiteur de marque dans les salons du président Teodoro Obiangema Bazogo au Palais du Peuple à Malabo ce 19 septembre. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est ici un envoyé spécial du président de la République Paul Biya. Joseph Betty Assomo est porteur d'un message du chef de l'État camerounais à son homologue équato-guinéen. Son Excellence, Monsieur le Président Biya, reçoit très régulièrement des envoyés spéciaux de son frère à Yaoundé. Et quoi de plus normal qu'en retour, il nous dépêche ici régulièrement également
pour venir porter ses messages sur les problèmes d'intérêt commun à son frère. Au nombre des questions abordées au cours de l'audience, un regard sur la situation à la frontière commune depuis la signature en 2020 de l'accord de défense entre les deux pays. Aussi, au moment où la Guinée équatoriale prépare les élections générales en novembre, il y a nécessité de renforcer la sécurité au niveau de la frontière. Et les problèmes sécuritaires aujourd'hui sont internationaux, ils sont transfrontaliers. De sorte que ce qui arrive chez l'un peut arriver chez l'autre. La situation des Camerounais installés dans ce pays frère aura également fait l'objet d'une attention minutieuse. La délégation camerounaise, conduite par le ministre Joseph Béti Assomo, est composée du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René Claude Meka et autres chefs militaires territoriaux. Martial de Bissor, je rappelle que vous êtes également proche de la présidence de la République équato-guinéenne. Vous avez été reçu 2 fois et vous avez publié un livre dans lequel vous présentiez le président équato-guinéen comme le père de la Nouvelle-Afrique. Un mot là-dessus. J'ai toujours été honoré. C'est une très grande chance de pouvoir être un conseiller des chefs d'État. Je l'ai fait. Quand on murmure à l'oreille des sages comme Obiang Nguema, ça apporte toujours quelque chose de bien. Il faut savoir que la Guinée équatoriale était une petite enclave espagnole, une petite colonie. Il y avait des champs de cacao sauvages, de cacaoyers sauvages. Et puis en moins de 20-30 ans, le président Obiang Nguema a réussi à moderniser son pays avec évidemment les ressources, la manne pétrolière, mais beaucoup de pays ont souvent les mêmes possibilités et ne font rien. Et le président Obiang Nguema est quelqu'un du terrain, c'est un homme de terrain, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui a une vision. Et ça m'a marqué quand vous arrivez à Malabo, vous arrivez à Bata, vous arrivez même à Oyala, c'est une nouvelle ville qu'il a créée pour la Cité africaine de l'intelligence, pour les universitaires. Et ça m'a marqué, et c'est pour ça que j'avais dit à l'époque qu'il était le père de la Nouvelle-Afrique. Et je le maintiens d'ailleurs aujourd'hui, et ça a toujours été une chance pour moi. On parle d'une Afrique unifiée, une Afrique ouverte au niveau de ses frontières, le niveau d'intégration en Afrique, ou du moins de la coopération commerciale avec les pays africains. Nous sommes seulement à 15 voire 16%. De l'autre côté de l'Union européenne, où vous séjournez régulièrement, ils sont à 67%, l'Asie un peu plus à 40%. Pourquoi le père de l'Afrique, à votre avis, ne milite-t-il pas pour qu'on ait véritablement une intégration continentale, en commençant déjà par l'intégration sous-régionale? Je ne trahis pas un secret, l'intégration sous-régionale, on accuse un tout petit peu certains pays, en l'occurrence la Guinée équatoriale, de fermer ses frontières. Ce n'est pas ça, c'est pas ça l'intégration finalement pour un père de l'Afrique. Oui, là, il faut pas tout mélanger, ma chère Monique, entre le parcours révolutionnaire des États et puis les situations tactico-économiques. Restons sur l'intégration sous-régionale. Avec la frontière qui est fermée du côté de Kiossi, oui. Kiossi n'est plus que l'ombre d'elle-même, c'était un carrefour économique. On entrait en Guinée équatoriale, on ressortait, mais depuis un bon nombre de temps, c'est fermé. C'est quand même un peu contradictoire pour un père de l'Afrique, n'est-ce pas? Je suis là pour le regretter avec vous, mais je vous dis qu'il faut avoir toutes les données avant de s'exprimer là-dessus. Parfois, il y a des situations sécuritaires. Vous voyez, le ministre de la Défense, M. Béti Assomo, à qui je porte beaucoup d'affection et de respect aussi, qui est en train de moderniser l'armée, quand il est missionné par le chef de l'État, c'est justement pour pouvoir régler ces questions. N'oubliez pas que la sécurité transfrontalière joue aussi beaucoup sur le déséquilibre de nos jeunes États. Je vous prends un exemple. Il y a quelques années, on a pris des gens à la frontière du Cameroun et de la Guinée, des putschistes qui venaient par exemple de N'Djamena. Et ils avaient traversé avec tous leurs ballots et leurs baluchons pour aller déstabiliser un autre pays. Ils étaient envoyés par qui? Ça on ne saura jamais. Un coup d'État en perspective. Oui, ça il ne faut pas le nier. C'est-à-dire, oui à la circulation, mais je pense qu'il faut qu'on essaye un peu d'essaimer tout ça, parce que finalement, et là je vous donne raison, c'est nous qui perdons.
Normalement, je peux finir cette émission ici et aller déjeuner à Malabo et repartir par Libreville. Il faut aussi travailler les mentalités. Parfois, les politiques sont en avance et les populations sont réfractaires. Les gens se sentent parfois envahis. Alors, l'intégration est d'abord aussi économique, effectivement. Il faut qu'on milite pour qu'on ait un marché commun, pour que les gens mangent ensemble. Parce que si vous regardez au final, c'est les mêmes langues, c'est les mêmes cultures. Je vous mets d'ailleurs au défi. Toutes les langues parlées en Guinée équatoriale sont parlées au Cameroun, sont parlées au Gabon. Que ce soit le fang, il n'y a pas que le fang, il y a les kwachio, dont les mabéas, les makas, qui sont parlés. C'est eux qui sont les kwachio. Il y a tous les Sawa, les Yassa, les Batanga, les Douala, les Benga qu'on retrouve jusqu'au Gabon, jusqu'à Pointe-Noire. Et même les Bassa qu'on retrouve jusqu'au Congo, à la plaine du Lituri. Donc, c'est tout cet ensemble. Évidemment, quand vous parlez le Lingala, vous savez que voilà, nous sommes d'ascendance Sawa, mais du Lingala, du Congo. C'est pas une vue de l'esprit. Donc, l'intégration est là, nous sommes un même peuple, nous sommes des frères, nous partageons tout en commun, et la nourriture, et la culture, et la danse, et la mystique. Maintenant, au niveau holistique et politique, il faudrait qu'on aménage tout ça pour que les gens puissent circuler enfin. La question des ressortissants camerounais en Guinée équatoriale a été évoquée, comme l'indique ce reportage de Daniel Anissé Boudjé. Vous êtes journaliste, vous l'avez été, vous ne le pratiquez plus, mais on reste journaliste dans l'âme. Alors, il y a une période où on voyait des Camerounais déversés de l'autre côté de la frontière comme du bétail, et on entendait des Camerounais s'offusquer de ce que, pourquoi notre chef d'État, pourquoi la haute hiérarchie du Cameroun ne gronda pas, entre guillemets, la Guinée équatoriale de façon haute, pour qu'on comprenne que nous sommes Camerounais, on aimerait se sentir être un peu défendu par notre hiérarchie, tout au moins notre gouvernement. Est-ce que vous partagez cette posture qui a été celle du chef de l'État vis-à-vis de la Guinée équatoriale, où on a longtemps vu des Camerounais malmenés et traîner un peu? Monique Naoussi, je suis un humaniste. Partout où il y a un Camerounais ou un homme qui tombe, je me sens peiné. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'Union européenne, mais je vous dis que l'Union européenne, dont les pères fondateurs, c'était Jacques Delors, c'était d'abord l'économie. Alors, quand un pays a l'impression de se sentir envahi, ça crée plutôt l'effet inverse, le rejet, la frustration. Or, l'idée de l'intégration, c'est quoi? C'est de circuler, pas d'aller camper. Évidemment, quand vous parlez du Schengen, les Espagnols sont entrés en France massivement parce qu'ils peuvent ressortir à la minute et inversement. Et on a tout fait pour remettre l'économie de l'Espagne à niveau, c'est-à-dire au niveau des économies des leaders, dont de l'Allemagne et de la France, un peu moins. Mais enfin, quand on dit union, ça veut dire qu'on doit harmoniser les conditions de vie de tout le monde. Ça fait qu'il y a une osmose. L'osmose, je ne vous fais pas une leçon, vous êtes brillante, mais c'est quand l'eau et l'huile peuvent se neutraliser. C'est qu'il y a un petit équilibre gentil. C'est-à-dire, maintenant même, avec la crise, vous savez que les Camerounais eux-mêmes ne vont plus massivement en Guinée équatoriale parce que finalement, le Camerounais est champion pour se salir lui-même, se détester lui-même, se dénigrer lui-même, s'autoflageller. Et quand il fait le tour du monde, à la fin, il dit oh, « mais enfin, quand même, on est bien ici. » On n'est jamais mieux que chez soi. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup. On parle de One All Sport, on parle du corps sportif, on parle de la FECAFOOT. Après ce reportage qui va planter le décor de cette actualité, nous reviendrons sur ce plateau pour les commentaires. Martial de Bissor, le Cameroun, c'est un pays de footeux et cette actualité alimente les choux gras de la presse, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez suivi cette actualité justement. Les Lions sont allés jouer à Séoul en arborant le corps sportif. Dites-nous, la FECAFOOT ne perd-elle pas un peu de galon? Elle a dit qu'on ne portera plus, on ne jouera plus avec cette équipementier, mais que non. Alors, je vous regarde droit dans les yeux, ma chère Monique Naoussi, pour vous dire, pour une fois, essayons de regarder un peu plus grand. Grandissons.
soyons un peu plus positifs. Le taux de négativité est tellement élevé dans nos pays. Et c'est même ça, c'est par cela qu'on reconnaît les pays pauvres. C'est-à-dire un taux de négativité qui est exponentiel, alors que les valeurs sacrificielles du beau, du talent, du génie sont égorgées sur la place publique. Au fait, c'est quoi le procès à Samuel Eto'o? C'est quoi le procès? Maintenant, même si on allait... Les gens veulent la conciliation. Maintenant, c'est une forme de conciliation, peut-être. Maintenant qu'il y a début de conciliation, c'est encore un problème. Moi, je vais vous dire, ce que je pense, c'est que... Évidemment, vous savez que je soutiens Samuel Eto'o, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il a fait en 8 mois ce que les gens n'ont pas fait en 40 ans à la FECAFOOT. Il faut saluer ça. Alors, je ne sais pas de quelle planète on vient. Évidemment, vous pouvez ne pas aimer l'homme, vous pouvez ne pas... Mais quand on a des enfants comme ça qui ont fait ou qui font encore l'honneur du Cameroun, vous savez, on n'a pas beaucoup de valeur dans ce pays. Tout est parfait en 8 mois? J'ai pas dit ça, mais si vous voyez que les stades revivent, les gens parlent déjà de salaire, les footballeurs commencent à rêver à nouveau, et il y a de l'actualité. D'ailleurs, bon, là je laisse ça aux experts de la FECAFOOT, je ne travaille pas là-bas, je n'ai pas cette chance, je n'ai même pas ce mérite. Mais je peux quand même dire, avec ma sainte liberté, que vous n'avez pas remarqué que quand la FECAFOOT se portait très mal, c'est quand l'équipe nationale était entourée, où il y avait beaucoup, c'est quand il y avait beaucoup de désordre dans la tanière. Et autour, il y avait finalement un gentleman agreement de bandits. Ils mangeaient entre eux, ils se sucraient. Maintenant que l'équipe est stable, c'est autour du management qu'on veut créer du désordre, parce qu'effectivement, peut-être les graines ne tombent plus pour tous les oiseaux. C'est un peu ça, il faut avoir cette lecture. Enfin, si nous restons sur la problématique de l'équipementier, la FECAFOOT n'a-t-elle pas quelque peu mis la charrue avant les bœufs, si l'on s'en tient à ce reportage? One All Sport, le nouvel équipementier, n'est pas prêt du point de vue de la disponibilité des maillots actuellement, à l'heure qu'il est. Oui, mais ça, c'est une fausse polémique. Pourquoi? Enfin, de mon point de vue, in my own opinion, je peux vous dire que ça, c'est un faux débat, parce que l'essentiel, c'est que les Camerounais que l'équipe nationale soit plus stable. Vous avez vu, malheureusement, on a perdu, mais... On ne va pas jouer nu, par exemple? Non, on n'a pas de problème. On ne peut pas être stable dans la nudité. Cette polémique sur un écusson est en train de prendre plus d'ampleur que prévu, parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui aimeraient voir le Cameroun aller à cette compétition avec beaucoup de soubresauts. C'est-à-dire, voilà des gens parfaitement gentils qui se tirent une balle dans le pied et dans la jambe. Pourquoi nous sommes si négatifs? Laissons un peu Eto'o y aller avec son équipe et gérer son mandat, même si on a perdu. Et c'est ça le manque de dignité chez nous parfois. Écoutez, je n'ai pas dit que tout est parfait, mais j'essayais de vous faire comprendre. Que Eto'o nous ramène, selon ce qu'on a comme information, 6 milliards par an. Là où les gens donnaient 250 millions, d'autres 100 millions. Le coq sportif, je l'ai déjà dit, je me suis exprimé là-dessus, mais ils ne font pas le poids. C'est une société en difficulté financière qui croyait venir encore chez les grands singes se refaire une santé. Mais là, ils ont trouvé une résistance. Dites merci à Samuel Eto'o de vous avoir ramené un équipementier. Maintenant, en réalité, si vous voulez maintenant ma propre question, ma propre réponse sur ces questions, c'est qu'à l'avenir, je pense qu'avec le monde qui change aujourd'hui, on peut faire d'un équipementier Abbé Panda l'équipementier des Lions Indomptables. Il suffit de mettre le sérieux, la norme et la qualité, et on va y aller. Et actuellement, l'habilleur des Lions, c'est un Camerounais que je ne vais pas citer pour l'instant. Et vous parliez des singes. Un singe ne lâche pas une branche sans avoir suffisamment tenu une autre. Les Lions Indomptables ont livré un match contre l'Ouzbékistan. C'était avec l'équipementier querellé actuellement. Je vais vous proposer d'ailleurs une sortie de Maître Bayen Edgar, qui est l'avocat de l'instance fêtière du Cameroun. Il dit que le contrat entre la FECAFOOT et le coq sportif prévoyait des obligations et des délais de paiement stricts, et que c'est le non-respect de ces obligations qui a contraint la FECAFOOT à mettre son ex-équipementier en demeure. Nous n'allons pas y rester, mais le constat est que les Lions Indomptables
évolue encore avec la tenue de... Monica aussi. Je vais poursuivre. J'ai une question justement pour qu'on raccourcisse un peu les choses. La loi prévoit qu'après résiliation d'un contrat, vous pouvez encore utiliser l'équipement de votre ex-partenaire pendant 6 mois. C'est-à-dire que vous êtes libre, donc que les Lions Indomptables arborent encore cette tenue. Ce n'était pas hors la loi. C'est pour vous accompagner. Mais il y a une question en suspens qu'on a observée depuis ces jours-ci. On oppose Samuel Eto'o-Fils à Yannick Noah, deux icônes de l'Afrique, deux icônes du Cameroun. Êtes-vous de ceux qui pensent que ce sont des stratégies pour nous éloigner de l'essentiel? Nous sommes à 2 mois d'une compétition mondiale. On devrait par exemple penser à la résurrection du football camerounais, de l'équipe nationale, le niveau des performances individuelles, mais on est concentré à parler de 2 figures à les opposer. Et voilà, on allait perdre un match. Je ne fais pas une corrélation. Réagissez, s'il vous plaît. Déjà, je vais répondre simplement. Quand je vois Yannick Noah, je l'embrasse. C'est Tara. C'est notre Tara national. Quand je vois Samuel Eto'o, je l'étreins. Parce que c'est le bonheur. Alors, je ne vais pas entrer dans ce jeu, évidemment, pour dire que ne perdons pas le temps. Yannick Noah peut avoir été induit en erreur avec cette histoire de coq sportif. Vous savez, c'est ses partenaires depuis Roland Garros. C'est une longue filiation économique. Mais je veux dire quand même que maintenant, sur les faits, le coq sportif n'ont pas la capacité. D'ailleurs, l'équipe de France, vous savez qui est le sponsor de l'équipe de France? C'est un Américain. Vous savez? Non, l'équipementier de l'équipe de France. Voilà. Pourquoi c'est pas eux? Alors, si vous êtes incapable de prendre même une équipe chez vous, c'est ailleurs que vous voulez vous imposer parce qu'on n'a pas... Vous croyez qu'on a les cerveaux assez embués de boue pour ne pas réfléchir et qu'en 2022, on veuille nous imposer des contrats léolins? Le coq sportif n'a aucune chance de gagner. Je vous dis, mais aucune chance. Maintenant, on nous signale qu'il reste 2 minutes et 30 secondes. J'ai compris, mais laissons Samuel Eto'o travailler. Moi, ce qui me fait plaisir, bon, je me serais attendu qu'on parle peut-être de la valeur même des Lions Indomptables. Mais vous savez ce que le capitaine, le manager Rigobert Song m'a dit? Monsieur Martial Bissok, docteur Martial Bissok, vous êtes souvent trop dur envers ces équipes. Ce n'est plus les fantastiques que nous étions hier, forcément, où il y avait dans l'équipe Foé, Njitap, Wome, Eto'o, les Mila. Oui, mais toute cette génération. Vous savez d'ailleurs que le Cameroun, en 82, dans le 11 entrant, il y avait 11 génies. Ça n'existe pas dans ce monde. Vous avez Nkono, vous avez Arantes, Mbida, le double brésilien, vous aviez Abega, rien qu'au milieu de terrain, Abega et Mbida, qui sont des frères. Avoir les 2 meilleurs joueurs du monde au milieu de terrain, ça n'existe nulle part. Et le meilleur gardien du monde. Aujourd'hui, on nous demande de faire... Non, Monique, donnez-moi 30 secondes. On nous demande de faire avec des genoux, avec une petite équipe qui se bat et donnons-leur le temps de grandir. Et la stabilité vient avec cette équipe. Et cette petite équipe, selon votre propos, vient de tomber devant l'Ouzbékistan, 77e au classement FIFA. C'est l'avant-dernière rencontre avant la Coupe du Monde, Qatar 2022. Quelles leçons tirées de cette rencontre? C'était bien. Il fallait qu'on voit les failles pour corriger. Je suis un perfectionniste. J'aimerais bien... Vous savez, il y a eu une polémique quand j'ai dit qu'il fallait Etienne Eto'o au milieu de terrain. Mais je veux voir des enfants de 18 ans aller au mondial. Regardez l'équipe de France. Quand vous prenez Tchouaméni, vous prenez Mbappé, vous prenez Kavaminga, vous prenez... C'est des gamins qui ont 18, 17, 20 ans. Et c'est eux, ils ont ce qu'on appelle la vista. À l'équipe du Cameroun, je ne me serais pas attendu à ce qu'on ait Kylian Mbappé, mais il faudrait au moins qu'on voit un peu plus de vivacité. Mais là, je fais confiance entièrement au coach et au manager Rigobert Song. Vous savez, chaque équipe nationale doit avoir comme entraîneur son Didier Deschamps. Merci. Et vous savez que le Didier Deschamps, ça veut dire tu portes le chant du Cameroun dans le cœur. Et au Cameroun, c'est Rigobert Song. C'est le meilleur. Maniant national. Capitaine Courage. Alors, nous allons sortir du Cameroun pour nous intéresser un tout petit peu à l'actualité internationale, notamment au sommet extraordinaire des pays de la CEDEAO qui s'est tenu le 22 septembre dernier. C'était à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Et au terme de la lecture des rapports des personnes missionnées pour s'occuper de la situation en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry en l'occurrence, il y a une kyrielle de sanctions qui ont été prises contre la Guinée-Conakry et Mamadi Doumbouya, justement, gel des avoirs, interdiction de voyager, invite à toutes les instances de la CEDEAO d'appliquer ces mesures-là. Martial de Bissot, quelle lecture faites-vous de cette situation, l'isolement de la Guinée-Conakry vis-à-vis des autres pays? Alors c'est une question de géopolitique tellement importante. En réalité, ça traduit les grands bouleversements qu'il y a en Afrique, sociopolitiques. C'est une nouvelle Afrique qui est née. Hein. Les batailles du Mali ne vont pas rester vaines. C'est une lutte pour la longue marche vers la dignité africaine. Et je salue le peuple, je salue le courage du peuple malien. Et quel que soit le chemin, qu'Assimi Goïta, que ce soit la junte... Nous sommes dans le cas de la Guinée-Conakry. Oui, ils ont en commun l'arrivée au pouvoir par un coup d'État. Et ce sont des militaires qui sont au pouvoir, à qui on demande par exemple un calendrier de transition, jusqu'ici pas obtenu par les pays de la CEDEAO qui sont décidés à les sanctionner. Oui, mais quelle est la légitimité de ces pays de la CEDEAO aussi pour sanctionner des pays qui sont en train de se retrouver? Ce qu'il faudrait peut-être redouter, c'est la résurgence des coups d'État. Mais dans l'absolu, il y a des coups d'État qui sont justifiables. Vous avez par exemple le cas de la Guinée-Conakry. Vous avez cette espèce d'hommes politiques qui n'arrivent pas aussi à lire entre les courbes du destin. Il faut savoir peut-être laisser. C'est cette porosité institutionnelle, ce rachitisme de l'offre politique qui pousse parfois les militaires à sortir de la caserne pour prendre les mécontentements des populations en compte. Et c'est là où la communauté, souvent internationale, comme par hasard, intervient. Or, quand le peuple crie, le peuple souffre, il n'y a personne. Et quand ces régimes arrivent, il y a aussi des régimes parfois militaires qui sont salvateurs. Regardez ce que Jerry Rawlings a amené au Ghana. Aujourd'hui, si on cite le Ghana en exemple en Afrique, c'est parce qu'il y a eu un petit toilettage. La Libye de Muammar Kadhafi. Peut-être un peu moins. Là, c'est autre chose. Oui, sur le plan de l'évolution socio-économique, ça c'est clair que entre la Libye de Kadhafi et la Libye qui est devenue un Somaliland aujourd'hui, il n'y a pas match parce que les Libyens avaient atteint une sorte d'ataraxie. C'était le bonheur pour tous. Tout était gratuit. De l'eau à l'université, de l'école. La gratuité, voilà. Presque dans tous les domaines de souveraineté, oui. Et les domaines de vitalité. Et largement, Kadhafi avait investi les secteurs pointus de l'économie pour permettre... En même temps, ils étaient 2 millions. Ils avaient le pétrole de 150 millions d'habitants. Bon, même s'il y a d'autres pays qui n'arrivent pas souvent à gérer cette petite manne. Mais c'est ça qu'on peut dire. Avant-dernière question. Ce rapprochement entre Mamadi Doumbouya et celui du Mali, Assimi Goïta, il a dit mercredi dernier, je rends visite à un ami. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de cette relation entre ces deux personnes présentées comme des parias par la communauté internationale? Mais c'est des frères d'armes, c'est des militaires. Et les militaires, quoi qu'on dise, surtout quand ils sont éclairés, ont souvent une vision plus pragmatique que les politiques pures. Pas de langue de bois, on passe à l'essentiel. Le risque aussi avec ces régimes souvent militaires, c'est qu'après on risque d'enfermer la liberté au cachot du désespoir, pour ne pas citer Césaire. Le peuple veut de la liberté, surtout en Afrique. Est-ce que ces militaires peuvent conduire les aspirations d'un peuple à respirer un nouvel air? C'est ça la grande question. Mais sur le fond, vous voyez que les Maliens sont assez d'accord avec Assimi Goïta, parce qu'il représente cette nouvelle Afrique qui ne veut plus des contrats où vous produisez l'uranium pour les autres alors que vous n'avez pas la bougie chez vous comme ça se passe au Niger. Dans la même semaine, il y a eu des mouvements du côté du Niger. On a vu sortir dans la rue par milliers des Nigériens demander à la France de partir. On a vu sur des pancartes écrire « La France est un État nazi ». C'est exagéré pour vous? Ça pousse beaucoup du côté de l'Afrique de l'Ouest, ce sentiment anti-français.
Il n'y a pas qu'en Afrique de l'Ouest. Macron était ici, le président Macron, il a reconnu. Mais ça s'exprime de diverses manières. Au Cameroun, par exemple, Oui, c'est pas de façon aussi ostentatoire. La difficulté, c'est de séparer la France de Diderot, de Richelieu, de Montesquieu, de Rousseau, de Sartre, avec la France qui est un bras armé de l'impérialisme capitaliste sauvage. Parce que la France est une puissance à l'extérieur. Et elle gagne, elle rase les contrats. La France, c'est la France hideuse, qui pille les terres, qui vole, qui arrache les plantations, qui détruit l'économie des pays à son profit. Il y a cette France-là qu'il faut combattre. C'est-à-dire qu'il y a une oligarchie française qui est appuyée durement sur le cou des Africains et qui empêche tout réveil économique de l'Afrique et le réveil politique. Et il y a donc une jeunesse qui dit non. Et ça, même le président Macron n'arrive pas à le comprendre. La preuve, quand il veut parler aux Africains, il appelle 2 Pelé et 3 Tondus qui ont perdu les repères avec l'Afrique et pour les questionner à Montpellier dans des salons, pour penser l'Afrique comme eux ils voient, alors qu'ils ne savent rien de l'Afrique qui vit aujourd'hui. Chaque fois que je pars du Cameroun, une semaine après, je trouve un nouveau pays. Alors on ne peut pas appeler les gens à Paris pour leur demander de penser pour ceux qui sont sur le terrain. Et cette France-là est de grâce, parce qu'on aime aussi cette France, qui des valeurs, de la grandeur, de la poésie, de la littérature, du beau. Mais cette France hideuse, militaire, cette France qui tue, qui empêche les pays africains d'évoluer avec leur économie prédatrice, ça on n'en veut pas. Et c'est le temps aujourd'hui. Et c'est ça la douleur des Africains, des jeunes aujourd'hui qui nous disent « Mais comment vous laissez que cette France-là vous asphyxie sans pouvoir même dénoncer ?» Et voilà, le résultat, c'est là, le Mali. Voilà le Burkina Faso hier. Hier, c'était le Niger. Demain. Mais il faut savoir anticiper. Merci beaucoup, Martial de Bissot, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Monique Naoussi. Vous savez, il y a 10 ans, je vous ai vu arriver dans cette magnifique maison. Et je peux vous dire que vous êtes un talent pur. Et vous me permettrez de saluer aussi la direction, M. Eric Fotso, et surtout M. Emmanuel Tchatoué et Mme Tchatoué, qui sont mes parents. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On ne vous dira jamais assez merci pour la fidélité que vous témoignez tous les dimanches à ce rendez-vous dominical. La rediffusion, c'est à 9h tous les lundis. Quant à moi, je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal bilingue en co-présentation avec Henri Kédian Atembe. Prenez soin de vous. Dimanche prochain à 9h, ce sera un autre rendez-vous avec d'autres thématiques et avec un nouvel invité. Allez, portez-vous bien et à bientôt.